Dames en heren, bonjour à tous. Nous sommes bien mardi, il est 11 h, vous pouvez régler vos montres si certains utilisent la conférence de presse pour cela. Nous allons faire donc un état des lieux de la situation de l'épidémie dans notre pays, à commencer par l'intervention du Dr Van Latem. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous ne semblons pas prêts à quitter le plateau des mois passés. Il n'y a pas d'augmentation exponentielle, pas de troisième vague évidente, mais il n'y a pas de diminution drastique non plus. Le nombre de nouvelles infections et d'hospitalisations s'est à nouveau relativement stabilisé et est un peu moins élevé que la semaine dernière. Notre détermination à tous, ou en tout cas à presque tous, à suivre les mesures porte donc ses fruits. Avec l'aide de la vaccination, nous parviendrons à vaincre bientôt cette pandémie. Mais il nous faut encore un peu de persévérance afin de le faire en toute sécurité. Comme vous le voyez sur la diapositive, au cours de la semaine dernière, il y a eu en moyenne 2336 nouvelles infections. C'est une diminution, faible, mais une diminution de 3% par rapport à la semaine précédente. Cette diminution est de 4% en Flandre et en Wallonie. Il y a une petite augmentation dans la région de Bruxelles-Capitale de 3%, mais là aussi, on tend vers une stabilisation. Si on regarde les provinces, on se rend compte qu'en dehors des 3% de la région de Bruxelles-Capitale, on a une augmentation très discrète d'1% dans le Hainaut, une augmentation un peu plus importante dans le Limbourg, 10%, et dans le Namurois, 18%. On observe une diminution dans la plupart des groupes d'âge. Le seul où on a une augmentation un peu significative, ce sont les enfants de moins de 10 ans, où les infections augmentent de 10%. Si on s'intéresse cette fois-ci aux hospitalisations, il y a eu en moyenne 147 nouvelles hospitalisations. C'est enfin, j'ai envie de dire, une diminution, elle est très marginale bien sûr, de 1%, mais c'est un point important après l'augmentation des hospitalisations que nous avions connues. Nous avons actuellement un nombre de nouvelles hospitalisations qui tournent autour des 150 par jour. Globalement, les assouplissements qui sont proposés ou qui sont prévus pour avril et mai par le comité de concertation ne pourront se faire, on le sait, en toute sécurité que sous la couverture, dans le contexte d'une large vaccination. Le taux d'occupation des hôpitaux augmente légèrement. Il y a là aussi un effet post-week-end. Au total, nous avons actuellement 1998 patients hospitalisés pour Covid, ce qui est une augmentation de 3%. Et nous avons 440 patients qui sont en soins intensifs, ce qui est une augmentation de 7%. Au niveau des décès, après plus de 2 semaines de diminution des décès, nous avons un nombre de décès à déplorer qui est en légère augmentation. C'était, je dirais, malheureusement inévitable après la recrudescence des infections et des hospitalisations que nous avons connues ces dernières semaines. En moyenne, nous déplorons actuellement 26 décès par jour, ce qui est une augmentation de 12%. Il faut souligner, on l'a déjà dit, mais je pense qu'il faut le redire, que dans tout ce qui est maisons de repos et de soins, le nombre de décès continue à diminuer. Il a encore diminué de 36%. Ceci veut dire, en parallèle, que l'augmentation totale du nombre de décès est donc liée à l'augmentation des décès en dehors des maisons de repos et de soins, c'est-à-dire dans une population essentiellement âgée, bien sûr, et qui est non vaccinée. L'effet de la campagne de vaccination, là, sera extrêmement important dans les semaines et les peu de mois qui viennent. Et ceci est l'occasion de vous parler de la vaccination chez les personnes de plus de 65 ans. Depuis fin février, on observe en Belgique une mortalité liée au Covid qui se concentre sur les personnes âgées de plus de 65 ans qui ne résident pas en maison de repos ou en maison de repos et de soins, alors que ceci n'était pas le cas auparavant. Si, comme vous le voyez sur la courbe en Wallonie et à Bruxelles, cette évolution est déjà présente depuis le début de l'année, ce n'était pas le cas en Flandre, qui est dans le haut du graphique, où les suites de la deuxième vague ont continué à se manifester début 2021 jusqu'à cette 8e semaine, cette semaine de février, de fin février,
où la courbe des décès des personnes âgées de 65 ans et plus en dehors des maisons de repos et de soins a dépassé celle des résidents de ces maisons de repos. Il nous faut donc assurer au plus vite une protection adéquate à ces personnes de plus de 65 ans et la vaccination peut rapidement nous y aider. Les modifications récentes dans les recommandations faites par le Conseil supérieur de la santé et acceptées par la Task Force de vaccination permettent actuellement, au vu de l'efficacité chez les plus de 70 ans et les plus de 80 ans, en Angleterre et en Écosse, d'employer également le vaccin AstraZeneca pour toutes les classes d'âge et pour toutes les pathologies sous-jacentes. Ce vaccin, qui est basé sur une plateforme de virus non réplicatif, s'est en effet montré, après une injection, aussi efficace que le vaccin de Pfizer, basé sur les ARN messagers, sur le plan des hospitalisations. Et les hospitalisations, c'est bien un indicateur fiable des infections sévères. Nous sommes donc maintenant en possession, en Belgique, de 3 vaccins efficaces pour contrer le virus, le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, le vaccin AstraZeneca, et ils seront bientôt rejoints par un 4e vaccin de Johnson & Johnson d'ici un mois et demi, en tout cas, on l'espère. Au vu de l'impact de cette vaccination observée en Grande-Bretagne, on peut s'attendre à quelque chose de visible en déant les quelques semaines sur cette population de plus de 65 ans qui n'est pas dans les maisons de repos. Alors un message pour les personnes qui doutent encore de l'intérêt de la vaccination ou qui ont peur de la vaccination. Ces vaccins, faudrait-il dire, se sont avérés non seulement efficaces, mais aussi sûrs. Ils nous permettent d'éviter les complications de la maladie, ils nous permettent d'éviter d'être hospitalisés. C'est vrai, il peut y avoir des réactions désagréables. Ces réactions désagréables peuvent apparaître soit simplement localement, soit de manière générale, sous forme de douleurs musculaires, de maux de tête, de température. Ça apparaît entre 12 à 24 heures après la vaccination. Ça dure 1 jour, 2 jours, grand maximum, pendant 3 jours. Ces réactions sont, dans l'immense majorité des cas, légères et tout à fait transitoires. On a une expérience globale sur la vaccination maintenant, avec des dizaines de vaccins qui ont été mis au point depuis une 50aine d'années, et nous savons que les effets secondaires apparaissent en déant les quelques jours et rarement les quelques semaines qui suivent la vaccination. Pas après une période prolongée, pratiquement jamais après 6 semaines. Et nous avons maintenant un vaste recul dans ce domaine, puisque actuellement, au début mars, il y a plus de 300 millions de personnes de par le monde qui ont reçu des vaccins contre le Covid. Des vaccins évidemment très variés, pas seulement les vaccins que nous connaissons, mais aussi d'autres vaccins. Et tout ceci s'est fait sans qu'on découvre maintenant de nouveaux effets secondaires, et tout spécialement pas de nouveaux effets secondaires qui soient graves ou qui portent à conséquences. Et tout cela, c'est en contraste, et vous le savez, on l'a assez vu maintenant depuis 1 an, avec ce que le virus peut nous apporter. Le virus, bah oui, on peut le dire, il nous vaut du mal dans 100% des cas. Le virus peut provoquer, chez des personnes jeunes, en bonne santé, qui ne font pas de gros Covid, des complications éventuellement à long terme, ce qu'on appelle souvent le long Covid. Même si, au départ, on est jeune et en bonne santé. Et on sait que ce long Covid peut se présenter chez au moins 10% des personnes qui ont fait un Covid, même s'il n'a pas été sévère. Que les personnes infectées peuvent se retrouver à l'hôpital. On sait que c'est le cas dans 6 à 7% des cas dans notre pays. Et on sait que malheureusement, on peut en décéder. Globalement, c'est à peu près 1% des cas, mais on sait que chez les personnes plus âgées, ça peut être plusieurs dizaines de pourcents des cas. Alors c'est clair, pour beaucoup de personnes, l'infection peut être asymptomatique ou avec très peu de symptômes. Pour beaucoup de personnes, il n'y a heureusement pas de forme prolongée de ce Covid, mais qui est prêt à jouer dans cette loterie dans laquelle vous avez effectivement plusieurs parties du barillet qui sont vides, mais il y a malheureusement quelques balles qui y sont présentes. Ceux qui ne se font pas vacciner actuellement ou qui ne se feront pas vacciner dans les semaines et les mois qui viennent feront probablement l'infection dans les mois qui viennent aussi. Le virus ne va pas tout d'un coup disparaître. Il a des propriétés telles qu'il ne faut pas espérer ce genre de choses-là. Il va continuer à circuler, en se modifiant sans doute, pendant les mois et les années à venir.
Alors, si on veut éviter les effets secondaires de la vaccination, les effets secondaires plutôt généraux d'ailleurs, eh bien, il ne faut pas hésiter, sauf si vous avez une contre-indication, bien sûr, à prendre du paracétamol. C'est la molécule qui est la plus adéquate, globalement parlant, pour avoir à la fois le moins d'effets secondaires et pas d'interférence avec la vaccination. Ceci a été testé et donc, si nécessaire, et si on a des craintes, autant prendre du paracétamol avant d'être vacciné ou si on n'a pas pris avant et qu'on développe ces symptômes que tout le monde ne développe pas, de ne pas hésiter à en prendre dès que les sensations de myalgie, fatigue, maux de tête, température viendraient à apparaître. Après ces quelques mots sur la vaccination, et entre autres la vaccination des personnes de plus de 65 ans qui est en train de commencer dans notre pays, quelques mots sur un autre sujet totalement différent, sur le télétravail. Et là aussi, c'est un sujet qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises avec vous. De nombreuses personnes continuent, je dirais heureusement d'ailleurs, à travailler à domicile. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours agréable de voir le mur de son bureau ou de sa cuisine. On a parfois envie de voir des collègues à la place de ces choses inanimées qui nous entourent. Mais le télétravail reste quelque chose d'important. Le télétravail reste une mesure qui nous aide fortement à maintenir la pandémie actuelle. C'est en partie à cause de ce télétravail que nous sommes actuellement capables de maintenir nos écoles ouvertes, que nous avons des magasins non essentiels qui sont ouverts maintenant depuis plusieurs mois, au contraire de plusieurs pays qui nous entourent. Et c'est en partie ceci qui nous permet d'offrir des perspectives, qu'on espère être plus que des perspectives, dans les semaines et les mois qui viennent, à différents autres corps de métier, comme l'ORECA par exemple. Dans cette phase finale, et c'est le cas pour l'instant de lutte contre la pandémie, le télétravail reste une condition de base pour permettre de diminuer des contacts multiples et pour permettre de rompre des chaînes de transmission. Ça reste une condition de base pour permettre le relâchement d'un certain nombre de mesures qui nous contraignent tous. On en est bien d'accord. Nous tenons à remercier d'ailleurs tous les gens. Les gens, ce sont à la fois les employés, bien sûr, mais ce sont aussi les patrons qui acceptent ce télétravail et qui sont en train de promouvoir ce télétravail. Ceci étant, on est tous conscients et on voit tous que la circulation est plutôt en train d'augmenter qu'autre chose. Et donc, on remarque que les déplacements, que ce soit pour le travail ou pour d'autres raisons d'ailleurs, sont plutôt en train à nouveau d'augmenter. Si on regarde la courbe que vous voyez là, nous nous rendons compte que nous travaillons aujourd'hui environ 19% de plus que la normale à domicile. Donc à peu près 20% de gens qui restent à la maison pour travailler plus qu'avant la pandémie. Il y a quelques semaines, entre les vacances d'automne et celles de carnaval, on était à 25%. Donc nous avons perdu là à peu près 6% de télétravail. En octobre, juste avant la deuxième vague, au moment où commençaient à fermenter les choses, si on peut dire, de la deuxième vague, le télétravail était redescendu à 15%. Alors, il y a le télétravail, mais aussi le fait de rester chez soi ou pas. Nous restons aussi un peu moins chez nous. Actuellement, nous restons chez nous 10% de plus qu'en temps normal, en temps pré-Covid. Entre les vacances d'automne et de carnaval, on avait 12% de personnes qui restaient à domicile. Et dans les temps néfastes, je dirais, pré-deuxième vague, on était tombé à seulement 3% qui restaient chez elles, 3% de personnes qui restaient chez elles en plus que la normale. Donc pratiquement tout le monde était avec une mobilité redevenue malheureusement normale à ce moment-là. Or, si on s'intéresse au foyer d'infection, si on s'intéresse au nombre d'infections, on se rend compte que le travail a de l'importance. Si on s'intéresse au foyer, au cluster, que voit-on? Eh bien, la majorité actuellement sont détectées sur le lieu de travail. C'est 36%, un gros tiers du total des clusters. Suivent les écoles, dans un tiers aussi à peu près, 31%, et les maisons de repos et de soins, dans 12%. Si on s'intéresse à la totalité des infections, on a 23%, un quart des infections qui sont contractées dans le foyer familial, à la maison, va-t-on dire, 8% au travail, 8% dans un contexte de visite avec la famille ou des amis, et 5% dans le cadre d'activités pour les adolescents. Et donc,
dans cette petite discussion sur le télétravail, nous voudrions vous demander de serrer encore un petit peu les dents, c'est vrai, de continuer à garder un peu les murs de votre bureau éventuellement et de continuer à faire ce télétravail. Ce n'est plus quelque chose au très long cours, sauf pour ceux, bien sûr, pour lesquels ce serait un avantage et qui auraient pris un certain plaisir. C'est quelque chose qui va encore durer pendant quelques mois, mais qui est très utile pendant ces quelques mois, pendant que la vaccination prend son élan, de manière à nous aider à lutter contre la propagation du virus. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Voorlopig ziet het er naar uit dat we het plateau van de voorbije maanden nog niet gaan verlaten. Een exponentiële stijging blijft uit. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames is opnieuw afgevlakt en ligt terug een beetje lager dan afgelopen week. Jullie vastberadenheid om de maatregelen te volgen loont. Met het vaccin zullen we de pandemie overwinnen, maar enkel dankzij rustige vasthoudendheid zullen we dat ook op een veilige manier kunnen doen. De afgelopen week werden er gemiddeld 2336 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een lichte afname van 3% in vergelijking met de week ervoor. Het aantal besmettingen daalt vooral in Vlaanderen en Wallonië met -4%, terwijl er in het Brussels hoofdstedelijk gewest nog een lichte stijging is van 3%, maar ook daar lijkt de stijging af te vlakken. Naast Brussel zien we ook nog toenames in de provincies Henegouwen, Limburg en Namen. We zien de dalingen bij de meeste leeftijden, behalve bij de kinderen onder de 10 jaar. Daar nemen de besmettingen toe met +10%. En bij de dertigers waar er eerder een stabilisatie is. De afgelopen week waren er gemiddeld 147 ziekenhuisopnames per dag. Dat is een lichte daling van 1%. De nieuwe ziekenhuisopnames schommelen daarmee rond de 150 per dag. Dat is nog steeds dubbel zo hoog als de vooropgestelde drempel van 75 opnames per dag. Een drempel die vooropgesteld werd om over te gaan tot versoepelingen. De versoepelingen in april en mei, die voorgesteld werden door het overlegcomité verleden vrijdag, kunnen daarom ook enkel maar veilig doorgaan onder de beschermende mantel van het vaccin en op voorwaarde dat de vaccinatiecampagne zoals gepland kan uitgerold worden. De ziekenhuisbezetting stijgt ondertussen wel nog licht door. In totaal liggen er nu 1998 patiënten met COVID in de Belgische ziekenhuizen. Dat is nog een lichte toename van 3%. 440 patiënten liggen op intensieve zorgen en dat is nog een toename van 7%. Ook het aantal overlijdens stijgt jammer genoeg nog licht door na ruim 2 weken van dalingen. Dit is normaal en onvermijdelijk na de opstoot in besmettingen en ziekenhuisopnames van de afgelopen paar weken. Overlijdens zijn meestal ook een late indicator die pas als allerlaatste begint te stijgen en te dalen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 26 overlijdens te betreuren. Dat is een stijging van 12% op weekbasis. Het gaat gelukkig nog om een relatief laag aantal overlijdens, zeker in vergelijking met de eerste en tweede golf die we gekend hebben vorig jaar. In de woonzorgcentra daarentegen blijft het aantal COVID-overlijdens wel nog verder dalen, met -36% op weekbasis. De toename in overlijdens doet zich dus uitsluitend voor bij de niet-gevaccineerde bevolking. Het effect van de vaccinatiecampagne werkt daarmee steeds sterker door in de woonzorgcentra. Sinds eind februari zien we dat de overlijdens gelinkt aan COVID zich vooral voordoen bij de 65-plussers buiten de woonzorgcentra.
Voordien vonden meer dan 1 op 2 van de overlijdens plaats bij bewoners van de woonzorgcentra. Dat is duidelijk veranderd. We zien die evolutie, die kentering, heel mooi in Vlaanderen, op de bovenste grafiek, waar er sinds eind februari een kentering is, met duidelijk minder overlijdens bij bewoners in woonzorgcentra en een lichte stijging van de overlijdens bij de 65-plussers die niet in een woonzorgcentrum verblijven. Je kan zien in de bovenste grafiek dat beide curves elkaar kruisen sinds eind februari. In Wallonië en Brussel was er reeds langer een dalende tendens in de woonzorgcentra sinds begin dit jaar. Dus daar is die evolutie iets minder uitgesproken. In Vlaanderen zijn de naweeën van de tweede golf veel langer voelbaar gebleven, tot in de 8e week van 2021. Dit illustreert hoe belangrijk het is om nu zo snel mogelijk de bevolking van boven de 65 jaar te beschermen met het vaccin. Uit nieuwe studies in Engeland en Schotland is gebleken dat zowel het AstraZeneca als het Pfizer-vaccin allebei duidelijk voorkomen dat 70- en 80-plussers door COVID in het ziekenhuis belanden. Het AstraZeneca-vaccin blijkt uit deze studies minstens even veilig en werkzaam te zijn als het Pfizer-vaccin. Op basis daarvan heeft de Hoge Gezondheidsraad geadviseerd om het gebruik van het AstraZeneca-vaccin uit te breiden naar alle leeftijdsgroepen. Met de AstraZeneca, Pfizer en Moderna-vaccins beschikken we nu dus over 3 uitstekende vaccins om het virus terug te dringen bij ouderen. En binnen enkele weken verwachten we daar ook het Johnson & Johnson-vaccin te kunnen aan toevoegen. We zien duidelijk dat de vaccinatiecampagne bij ouderen in het Verenigd Koninkrijk zijn vruchten afwerpt. En we verwachten dat we die positieve effecten over enkele weken ook in onze ziekenhuizen zullen zien. En voor mensen die twijfelen om zich te laten vaccineren, denk dan aan het volgende. Van het vaccin is bewezen dat het veilig en werkzaam is. Het houdt u uit het ziekenhuis. Die effecten zien we nu reeds duidelijk bij de alleroudsten en de allerzwaksten. Mogelijk zijn er vervelende reacties, zoals spierpijn, hoofdpijn of lichte koorts, 1 tot 2 dagen na de spuit. Paracetamol kan helpen om deze neveneffecten te verlichten. Maar deze reacties zijn meestal mild en gaan voorbij. Ondertussen werden wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen gevaccineerd tegen COVID zonder onverwachte neveneffecten. We weten ook uit meer dan 100 jaar ervaring met andere vaccins dat nevenreacties meestal vroeg optreden. 1 tot 2 dagen na de injectie, af en toe enkele weken na de injectie, maar niet na langere termijn. Dit is in groot contrast met het virus. Van het virus is zeker bewezen dat het langdurige klachten kan geven, ook bij jonge en gezonde mensen. Vele studies spreken van minstens 10% van de besmettingen die aanleiding geven tot langdurige klachten. We weten dat het virus mensen in het ziekenhuis kan doen belanden. Dat is het geval voor 7% van de gekende besmettingen. En we weten dat het virus mensen kan doden. Dat is het geval in 1% van de besmettingen. Dat percentage ligt nog een heel pak hoger bij de alleroudste en gelukkig een stuk lager bij de jongste. Dat neemt niet weg dat het virus voor de meesten mild is. Maar wie wil er meedoen aan deze lotterij? Wie zich niet laat vaccineren, zal heel waarschijnlijk vroeg of laat besmet worden met dit virus. Dit virus gaat niet verdwijnen. Dit blijft circuleren en het is heel waarschijnlijk dat de meeste mensen in de komende maanden of jaren besmet zullen worden met het virus. Zeker als zij niet gevaccineerd zijn. De kans op ernstige complicaties kan u juist vermijden door u te laten vaccineren. En tenslotte nog een punt over telewerk. Vele mensen werken nog steeds van thuis uit.
dat is niet altijd eenvoudig en dat is niet altijd aangenaam om vol te houden. We missen allemaal onze collega's. Maar het blijft nog steeds een van de allerbelangrijkste maatregelen om de pandemie te controleren. Het is onder andere door jullie thuiswerk dat we in staat zijn om scholen en winkels open te houden en om binnen enkele weken en maanden perspectief te bieden aan de horeca en zoveel andere sectoren. Thuiswerk is in deze laatste fase van de pandemie nog steeds een basisvoorwaarde om versoepelingen op andere vlakken toe te laten. We willen daarom zowel de werkgevers als de werknemers nogmaals bedanken voor deze enorme opoffering, die steeds zwaarder begint te wegen. De voorbije weken stellen we wel vast dat mensen zich terug wat vaker verplaatsen voor het werk. U kan dat zien op deze figuur aan de hand van de blauwe curve onderaan. We werken nu gemiddeld zo'n 19% meer van thuis uit dan in normale tijden. Enkele weken terug, tussen de herfst en de krokusvakantie, was dat gemiddeld nog 25%. Thuiswerk is dus met 6% afgenomen op korte tijd. En u ziet dit aan de blauwe curve op het einde, aan de opgaande beweging. Ter vergelijking, in oktober, vlak voor het uitbreken van de tweede golf, was thuiswerk verminderd tot 15%. De groene curve bovenaan toont het percentage van de tijd dat we meer thuis blijven dan normaal. We blijven nu gemiddeld 10% meer thuis dan normaal. En ook dat is wat verminderd in vergelijking met enkele weken terug. Tussen de herfst- en krokusvakantie was dat iets hoger, met 12%. En eind september, ook in die periode voor de tweede golf, bedroeg dat nog slechts 3%. Het merendeel van de uitbraken die gerapporteerd worden momenteel vastgesteld op de werkplaats. Meer dan 1 op 3 van de gekende uitbraken, of 36%, vindt plaats op de werkplaats. Dit wordt gevolgd door de scholen, die 31% van de uitbraken vertegenwoordigen, en de woonzorgcentra met 12%. En dit percentage neemt gelukkig week na week af. Wanneer je kijkt naar de plaats van besmetting van alle gekende besmettingen, of de besmettingen waarvan we weten waar mensen ze opgelopen hebben, dan zien we dat het merendeel van de besmettingen, bijna 1 op 4 of 23%, thuis wordt opgelopen. Gevolgd door besmettingen via collega's op het werk, 8% van de besmettingen. En 8% worden opgelopen bij familie of vrienden. 5% van de besmettingen vinden plaats tijdens activiteiten onder tieners. Het werk blijft dus een belangrijke plaats van besmetting. We willen daarom vragen om zeker te blijven inzetten op thuiswerk de komende weken. Dit zorgt ook voor minder drukte op het openbaar vervoer. Weet dat dit niet gaat blijven duren, maar in afwachting van een verdere uitrol van de vaccinatiecampagne blijft thuiswerk nog steeds een belangrijke basismaatregel. Dank u voor uw aandacht. Bonjour à tous. Comme vous le savez, cette semaine débute la phase 1B de la campagne de vaccination qui consiste à vacciner les personnes de plus de 65 ans dans les centres de vaccination. Nous venons de franchir une étape importante. À ce jour, 1 million de doses de vaccins ont été administrées en Belgique. Avec près de 650 000 personnes vaccinées jusqu'ici, l'entrée dans cette nouvelle phase devrait contribuer à accélérer le nombre de personnes bénéficiant d'une protection optimale contre la Covid-19. Il est utile ici de tirer les premiers enseignements de la vaccination du personnel et des résidents des maisons de repos et de soins et du personnel hospitalier. 0,13%,
c'est le taux de personnes qui ont été testées positives à la Covid-19 une semaine après avoir reçu leur deuxième dose de vaccin. Cela signifie seulement 360 cas sur près de 280 000 personnes qui ont reçu 2 doses de vaccin Pfizer. Un taux tout aussi faible est également rapporté avec le vaccin Moderna chez les personnes qui ont reçu 2 doses de vaccin et après le vaccin AstraZeneca après la première dose. Cela confirme d'une part l'efficacité très élevée des vaccins, telle qu'elle a déjà été mesurée lors des essais cliniques, mais aussi et surtout qu'ils fonctionnent bel et bien dans les conditions de vie réelles chez nos concitoyens. Ces résultats ne sont pas que des données chiffrées. Ils sont avant tout les prémices d'une série d'améliorations dont chacun nous pouvons pleinement mesurer l'importance. Renouer avec des activités normales, retrouver ses proches, ne plus vivre avec la peur au ventre. Ces chiffres sont la démonstration qu'un retour à la vie normale est non seulement possible, mais qu'il est à portée de main. Aussi, alors que nous débutons la vaccination élargie des seniors dans l'ensemble des régions du pays, il convient d'encourager et d'aider nos parents et grands-parents à répondre positivement à l'invitation qui leur est adressée maintenant en priorité. Les invitations viennent d'être lancées par courrier postal et ou par mail et ou par SMS si ces données sont connues des autorités. Chaque lettre d'invitation porte un logo bien identifiable selon le lieu de résidence. Pour la région flamande, Vlaanderen-Isor, pour la région wallonne venant de la Vic, pour la région bruxelloise de la commission communautaire commune ou de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, ou pour la communauté germanophone Oost-Belgien. Cette invitation est personnelle et elle ne peut être cédée à un tiers. Elle précise votre nom, votre code de vaccination en 16 caractères et votre adresse. Les 4 régions et communautés du pays ont veillé à joindre à ce courrier d'invitation toutes les informations pratiques pour vous aiguiller et répondre à vos questions, incluant le lieu et les horaires d'ouverture, et en rappelant leur numéro de téléphone de contact spécifique. Les seniors sont impatients de bénéficier de la protection qu'offre la vaccination, et nous sommes heureux d'avoir pu débuter cette phase dès le début du mois de mars, grâce à la mise sur pied des centres de vaccination. Je vous remercie pour votre attention. Goedemorgen iedereen. Zoals u weet begint deze week fase 1b van de vaccinatiecampagne. We beginnen dus met de vaccinatie van de 65-plussers in vaccinatiecentra. We hebben zojuist een belangrijke mijlpaal bereikt. Tot nu toe zijn in België 1 miljoen vaccins toegediend. Tot nu toe werden bijna 650.000 mensen gevaccineerd. De opstart van deze nieuwe fase houdt in dat een groter aantal mensen sneller optimaal zal worden beschermd tegen COVID-19. We kunnen nu ook de eerste conclusies trekken uit de vaccinatie van het personeel en de bewoners van de woonzorgcentra en van het ziekenhuispersoneel. 1 week nadat ze hun tweede dosis van het Pfizer-vaccin
hadden gekregen, testte maar 0,13% van de mensen positief op COVID-19. Dat komt overeen met 360 op de bijna 280.000 mensen. Deze percentages waren eveneens zeer laag bij mensen die de 2 doses van het Moderna-vaccin kregen of 1 dosis van het AstraZeneca-vaccin. Dit bevestigt de zeer hoge doeltreffendheid van de vaccins. Dit was reeds aangetoond in klinische studies, maar het is nu ook in real-life omstandigheden bewezen dat de vaccins werkzaam zijn. Deze resultaten zijn meer dan alleen cijfers. Ze geven ons vooral perspectief op een aantal toekomstige verbeteringen die we allemaal zeer belangrijk vinden. De terugkeer naar normale activiteiten, het opnieuw ontmoeten van onze familie en vrienden en het niet langer moeten leven met angst. De cijfers tonen aan dat de terugkeer naar een normale leven mogelijk is en zelfs binnen handbereik ligt. Nu we in alle regio's van het land beginnen met de vaccinatie van de ouderen, moeten we onze ouders en grootouders vooral aanmoedigen en helpen om positief te reageren op een uitnodiging. De uitnodigingen werden net verstuurd met de post en of via e-mail en of sms, als deze laatste gegevens bekend zijn bij de overheid. Elke uitnodiging heeft een duidelijk herkenbaar logo afhankelijk van de woonplaats. Voor Vlaanderen met de logo Vlaanderen is Zorg, voor Wallonië met de logo van AVIC, voor Brussel de 2 logo's vanuit Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Commission Communautaire Commune en voor de Duitsstalige gemeenschap met de logo van Oost-België. De uitnodiging is persoonlijk en kan niet worden overdragen aan iemand anders. Ze vermeldt naam, adres en vaccinatiecode. Deze bestaat uit 16 karakters. De uitnodiging van de 4 deelstaten bevat alle nodige praktische informatie, zoals het tijdstip en de plaats van vaccinatie. Er staan ook telefoonnummers op die kunnen worden gecontacteerd als er nog vragen zijn. We weten dat veel ouderen met ongeduld wachten op een vaccinatie om beschermd te zijn. We zijn blij dat we deze fase nu kunnen ingaan dankzij de oprichting van vaccinatiecentra. Dank u voor uw attentie. Geen persvragen gekregen vandaag. Ja, 2? Oké. Geven huisartsen de bijwerkingen van het vaccin die bij hen gemeld worden voor de berekening van statistieken? Of moeten gevaccineerden dit zelf systematisch doen via de website van het FAGG? De gemakkelijkste manier om een bijwerking te melden is via de website fagg.be. Dit kan iedereen. Patiënten of hun familieleden kunnen zelf bijwerkingen melden. Maar ze kunnen ook hun arts of apothekers vragen om bijwerken aan het FAGG te melden. Het wordt aangeraden om u te identificeren met uw elektronische identiteitskaart, EID, maar is niet verplicht. Als u inlogt met uw EID, kan u op de startpagina uw bijwerkingen raadplegen
en indien nodig aanvullen. U wordt op de startpagina dankzij praktische informatie door het proces geleid. Concernant le signalement des effets secondaires du vaccin, les médecins généralistes signalent à la plateforme les effets secondaires qui leur sont communiqués ou les personnes vaccinées doivent-elles systématiquement le faire elles-mêmes via le site de la AFMPS pour le calcul des statistiques? Alors, pour notifier un effet indésirable, le plus simple est de se rendre sur le site afmps.be. Cette possibilité est offerte à tous. Les patients eux-mêmes ou les membres de leur famille peuvent notifier ces effets indésirables de façon très facile. Mais ils peuvent aussi demander à leur médecin ou à leur pharmacien de notifier les effets indésirables sur ce site en utilisant l'application en ligne. L'identification avec la carte d'identité électronique ou EID est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Toutefois, si vous vous connectez avec votre carte d'identité électronique, vous pourrez toujours consulter vos notifications sur la page d'accueil et les compléter si nécessaire. Sur cette page d'accueil, il y a une foule d'informations pratiques qui vont vous guider dans votre démarche. Lors de quelle phase de la campagne les personnes sans abri seront-elles vaccinées? La vaccination des personnes sans domicile fixe est prévue dans la phase 2. Alors idéalement, leur prise en charge se fera avec un vaccin à une dose, donc le vaccin Johnson & Johnson, sauf si elles sont liées à une structure d'accueil. C'est donc moins une question d'intégration de ce groupe dans une phase de vaccination bien nommée que de disposer de vaccins qui ont une logistique facile. L'organisation pratique sera du ressort des régions et des communautés en concertation avec les personnes de terrain, les pouvoirs locaux, les associations, les organisations humanitaires et éventuellement les équipes mobiles des centres. Tijdens welke fase van de vaccinatiecampagne zullen daklozen worden gevaccineerd? De vaccinatie van daklozen is gepland in fase 2. Idealiter worden deze mensen gevaccineerd met een eenmalige dosis van het Johnson & Johnson vaccin, tenzij zij verbonden zijn aan een opvangcentrum. Het is dus eerder belangrijk om over vaccins te beschikken die logistiek makkelijk te zetten zijn, dan daklozen in een bepaalde fase op te nemen. Deze praktische organisatie is de verantwoordelijkheid van regio en de gemeenschappen in overleg met de verantwoordelijkheden op het terrein. Bijvoorbeeld plaatselijke autoriteiten, verenigingen, humanitaire organisaties en eventueel de mobiele teams van de centra. Er zijn niet meer persvragen vandaag. Tot vrijdag voor de volgende persconferentie. Donc voilà qui close ce moment d'information et on se retrouve vendredi à 11h pour le prochain point d'information. Bonne journée.